Et voilà pour ce film d'Élise Darblay et de Éric Lavarenne, Hazaribagh cuir toxique. Alors pour parler de cette réalité lointaine, de ces ateliers d'un autre âge, de cette précarisation totale d'une manœuvre bon marché, la moins chère du monde, pour parler des risques qui sont pris, y compris par des enfants, pour améliorer les marges des entreprises, nous assurer les prix les plus bas possibles. Et bien autour de la table, Sophia Lagdar, vous êtes juriste, vous êtes directrice de l'association Sherpa, qui fait quoi? Qui s'occupe de ce genre de situation? En fait, nous, c'est une association qui a été créée par des avocats et des juristes. Et ce que nous faisons, c'est poursuivre, déposer plainte contre les agissements des multinationales à l'encontre des violations qu'ils peuvent faire pour les droits de l'homme ou environnementales. Et dans le cas du Bangladesh, par exemple, on pourrait... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Comme on vient de le voir. Fanny Gallois, vous êtes de l'association Peuple Solidaire et vous êtes membre d'un collectif éthique sur l'étiquette. Autrement dit... Ou quoi? Vous essayez de dépister sur ces étiquettes d'où viennent ces produits et ce qu'on pourrait avoir à leur reprocher? On travaille avec des associations locales, des syndicats, des ONG, dans les pays de production du textile, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'électronique ou le jouet. Et on essaye de remonter la filière et donc de faire le lien avec les donneurs d'ordre français pour pouvoir faire pression et améliorer les conditions de travail en bout de chaîne. Jérémy Caudron, vous êtes politologue, spécialiste du Bangladesh. Vous êtes au CERI, au Centre d'études et de recherche internationale. Pourquoi le Bangladesh? Parce que tout petit déjà, ça vous faisait rêver le Bangladesh? Non, pas du tout. C'est arrivé assez tard, mais parce que c'est un pays fascinant et très dynamique, très complexe en fait. Enfin, comme énormément de pays, mais quand on se prend de... On en voit une réalité excessivement noire d'ailleurs de ce pays à travers ce film. Très noir. On voit que ça. Est-ce que c'est ça le Bangladesh ou est-ce que c'est effectivement très particulier à cette activité-là et qu'autour de ça, il y a un pays qui vit, qui bouge? C'est 150 millions d'habitants, hein, le Bangladesh. Je pense que l'industrie du cuir est particulièrement terrible pour ça, parce qu'elle a tout un aspect traditionnel, je dirais, à la limite de l'archaïsme. C'est une industrie qui date énormément et dont les méthodes n'ont pas du tout changé. Et c'est une industrie en même temps qui est liée complètement à un phénomène de caste. C'est-à-dire que seuls les basses castes ou les intouchables, auparavant, avaient le droit de travailler le cuir. Enfin, c'est le pire du travail pour les pires des castes. Exactement. Avec cureur, tanneur, c'est les pires travailleurs. Alors, on va y revenir. Jean-François Aguinaga, vous êtes basque, mais vous êtes à Bruxelles, responsable des industries de la mode à la Commission européenne. Autrement dit, c'est quoi? C'est que vous pistez l'industrie de la mode en leur disant attention, il ne faut pas produire comme ça, il faut faire attention, faut, je sais pas quoi. La Commission européenne fait différentes choses. Elle s'occupe d'accords de commerce international et en l'occurrence a fait une offre extrêmement généreuse, je pense, au Bangladesh en lui offrant la possibilité d'exporter vers l'Union européenne à la fois sans quota et sans tarif. Donc c'est une proposition très intéressante, mais qu'on est en train de reconsidérer. Parce que donc, les productions du Bangladesh, a priori, par souci humanitaire ou d'entraide, n'étaient pas taxées à l'entrée en Europe. Et ça, vous dites, c'est peut-être en fait contre-productif. Non, c'est pas contre-productif. Disons qu'il y a une quarantaine de pays qui sont les pays les moins avancés, hein, pour utiliser un euphémisme. Ces pays-là bénéficient d'un accès pour toute leur production, sauf les armes. Donc voilà, c'est une offre qui a été faite de telle manière que ces pays-là se développent, produisent de la richesse et de la valeur ajoutée et s'inscrivent graduellement dans le Conseil international. Exactement. Et on se dit peut-être en voyant ces images qu'on vient de voir que c'est peut-être aussi l'occasion pour eux de fabriquer à des conditions toujours plus basses ces productions qui viennent après sur nos marchés à nous. Non, je crois que la Commission européenne a adressé un message extrêmement ferme aux autorités du Bangladesh ces derniers temps. En disant que les conditions de travail qui conduisaient à la mort de 1127 textiliens récemment étaient le type d'incident qui ne pouvait pas se reproduire et qu'il y avait toute une série de mesures à prendre. Alors ça, c'est la catastrophe textile dont on va parler dans un instant. D'abord, sur le film, sur ces tanneries incroyables, sur ces images d'un autre âge, sur cette violence exercée contre les gens qui travaillent, à travers les produits qu'ils manipulent, à travers leurs conditions de travail. C'est quoi ça? C'est quoi ce qu'on vient de voir? Comment est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est encore possible malheureusement parce que dans cette industrie en particulier, hein, dans le cuir, on est très loin des conditions du textile aujourd'hui. Dans cette industrie, le phénomène, la tâche, je dirais, se perpétue de père en fils.
et éventuellement de mère en fille. Enfin, on a vu qu'il y avait beaucoup moins de femmes que dans le secteur textile. C'est un travail très très endurant. Donc c'est un phénomène, je dirais, de reproduction sociale tout simplement, qui n'est pas uniquement dû à des conditions économiques précaires, qui n'est pas uniquement dû à une conditionnalité qu'on pourrait imposer au Bangladesh. C'est également un phénomène de reproduction sociale, comme on a pu en voir ça se fait jusqu'au XXe siècle depuis en des France. temps immémoriaux. Le cuir est donc traité par les castes intouchables ou les plus basses de la société. Et dans ces conditions-là, ça n'a pas tellement évolué en fait. Effectivement. Bon, pour le plus grand plaisir des marques, c'est ça, ou des importateurs, ou notre grand plaisir à nous. Et ce cuir, il est destiné à qui? Je pense que c'est pour fabriquer les chaussures, les sacs. Oui, alors ça favorise les multinationales, les grands groupes qui en fait sous-traitent leur production dans ce type d'infrastructure. Et ça favorise aussi les consommateurs qui vont pouvoir acheter à bas prix des chaussures pour 20 € ou 25 €. C'est du mauvais cuir qui est fabriqué dans ces usines ou c'est du cuir de qualité Je pense pas que ce soit du cuir de très très grande qualité, mais en tout cas c'est du cuir bon marché. Donc en fait ça va servir à pouvoir faire des chaussures et des sacs qui vont être ensuite vendus en Europe. Alors on va écouter ce que dit Charmine dans le sujet. Elle est ouvrière dans cette tannerie et elle raconte un petit peu ce que sont ses conditions de travail. মানুষ কালো হয়ে যায় ভালো ভালো মানুষ যায় না কাজ করতে ওই যারা গার্মেন্টসে না করতে পারে তারা কষ্ট করে টানাইতে করে তারপরে তো অনেক কাজ করি জিলডি কাটি তারপরে চামড়া টেনে নেই চামড়া টেনে করি মেশিনে ঢোলে ভরতে হয় আবার বান্ডিল খুলতে হয় বান্ডিলের মধ্যে পোকা হয়ে থাকে তার গন্ধে বমি আসে পড়ে ভাত পানি খাইতে পারি না কিচ্ছু না অনেক কষ্ট হয় তারপর আল্লাহ করতে হয় প্রথম দিনে কাজে গেছিলাম তখন গন্ধে বমি এসে পড়ছিল মাথা ঘোরা পড়ে গেছি অস্থির লাগছে মানে দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারি না আবার ওই যে মেশিনের আওয়াজে মাথা অনেক যন্ত্রণা করছে কাজ করতে পারি নাই পড়ে যেতাম প্রায় এক সপ্তাহের মতন এরকম পরে এখন কষ্ট করতে 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 ঠিক হয়ে গেছে এখন একটু তবু Bon, on est chez Zola quand même quand on écoute tout ça. Quel est le degré de, pas de soumission, mais de résignation du peuple, de ces ouvriers-là, du Bangladesh, par rapport à ces conditions de travail? Est-ce qu'il y a des révoltes? Est-ce qu'il y a une volonté de s'en sortir? Est-ce que, au contraire, la société du Bangladesh fait que, voilà, c'est comme ça, on est né pour travailler dans le cuir, on travaille dans le cuir? Alors étrangement, c'est des sujets qui sont très très peu abordés dans l'opinion publique, dans la presse, dans les médias. C'est des sujets justement de fond qui finalement ne sont pas critiqués, ne sont pas directement critiqués. Et disons l'observation que j'avais faite qui m'avait le plus choqué après le Rana Plaza, c'était que dans la presse, il n'était fait absolument pas mention de la responsabilité des acteurs occidentaux, qu'ils soient multinationales, enfin acheteurs, ou alors même des consommateurs. Il n'était absolument pas fait référence à l'Occident et donc au commerce avec l'Occident dans ce drame. Tout était évidemment chercher un responsable, chercher un bouc émissaire sur place, essayer de le faire payer, calmer l'émotion populaire, parce qu'il y avait une émotion, ça c'est clair. Il y a eu clairement un mouvement populaire très important. Après le Rana Plaza, donc on y reviendra sur le Rana Plaza, donc c'est cet immeuble qui abritait des usines textiles et qui s'est effondré en tuant 127 personnes. Sur ce cuir-là, quand vous voyez ces images-là et ces conditions de travail-là, en fait, il y a des organisations, on le voit d'ailleurs dans le reportage, il existe des syndicats et des organisations qui défendent les intérêts de ces travailleurs. Il y a des travailleurs qui s'organisent pour essayer de défendre leurs intérêts. Le problème, c'est qu'évidemment, jusqu'à aujourd'hui, il faut espérer que ça va changer avec le post-Rana Plaza, mais jusqu'à aujourd'hui, les syndicats étaient extrêmement réprimés. La liberté syndicale qui est supposée être respectée, puisque le Bangladesh est signataire des conventions internationales en la matière, l'était pas du tout. Donc les syndicalistes étaient réprimés, leur droit d'organisation était nié. On a même, nous, lancé des appels urgents contre des assassinats de syndicalistes, dont les procès sont toujours en attente, du reste, on n'a toujours pas les résultats. Il y a des syndicalistes qui sont révoltés ou qui ont voulu mener des révoltes contre ces conditions de travail?
qui ont essayent été de assassinés. sensibiliser. Oui, bien sûr. Alors pas dans le cuir en particulier, mais dans le secteur textile. Pas plus tard qu'il y a un an, on a effectivement déploré la mort d'un syndicaliste. Alors évidemment, c'est toujours compliqué de faire le lien avec les autorités, qui l'a tué, on ne sait jamais. Et puis effectivement, les procès n'aboutissent pas. Donc on en reste là. Le fait est que ces syndicalistes sont réprimés. Parce que donc quoi, la défense ça des travailleurs arrange est tout le très monde, compliquée. Ça arrange tout le monde que ces conditions de travail sûr, ça perdurent arrange et tout le que ces prix-là puissent être pratiqués? En fait, les autorités sont tellement dépendantes de cette industrie, c'est 80% pour ce qui est du secteur textile. Pour le cuir, c'est sans doute beaucoup moins, mais ça représente quand même une part importante de l'économie, qu'effectivement, tout est bon pour offrir les meilleures conditions possibles aux investisseurs étrangers, que ce soit via des zones franches, que ce soit via effectivement la répression des représentants des travailleurs, des prix extrêmement bas, les salaires toujours plus bas, etc., etc. Sans exigence, sans contrôle. Sans exigence, alors avec un certain contrôle, mais enfin quand on voit le nombre d'inspecteurs du travail qu'il y avait jusqu'à présent, pareil, on peut espérer que ça change maintenant avec les recommandations de l'OIT et le plan d'action national qui a été adopté par le gouvernement. Mais jusqu'à présent, effectivement, les moyens qui étaient mis pour contrôler les conditions de travail dans les usines étaient absolument dérisoires. Jean-François Guinaga, ça représente quoi le cuir? Est-ce que représente le textile dans une économie comme celle du Bangladesh? L'économie du Bangladesh aujourd'hui, c'est une économie tournée vers l'exportation et à 80% c'est du textile et de l'habillement. C'est 8 milliards d'euros exportés vers l'Union européenne, donc c'est absolument considérable, alors que peut-être pour le cuir, on est autour de 350 millions, donc on n'est pas dans la même échelle. Et en termes d'emploi? Et en termes d'emploi, du côté textile, à mon avis, c'est 2 millions d'emplois. Enfin, je parle sous le contrôle de mes collègues, mais je crois que c'est de l'ordre de 2 millions d'emplois. C'est un emploi plutôt féminin. Et c'est absolument considérable. 2 millions d'emplois sur une population de 150 millions. Oui. Donc c'est considérable, mais c'est pas tout le monde, loin de là. Non, c'est pas tout le monde. Et dans la balance commerciale, en revanche, là, c'est énorme. Oui, absolument. Bon, est-ce que ça veut dire que tout est permis parce que c'est énorme? Non, tout n'est pas permis. Et comme je vous le disais, il y a eu 2 messages après le Rana Plaza. Peut-être on peut passer sur le Rana Plaza tout de suite. Il y a eu 2 messages qui ont été adressés quelques jours après le Rana Plaza par la Commission européenne. Premier message, évidemment, de sympathie, de condoléances pour les familles. Quand même, 1127 familles, c'est pas rien. Et deuxièmement, c'est une demande extrêmement ferme adressée aux autorités. autorités. Je crois qu'on voit des images dans ce moment du Rana Plaza. Voilà. Donc je redis, c'est une usine, plusieurs usines dans un même bâtiment qui s'effondrent. Parce que le bâtiment est complètement vétuste, complètement inapproprié pour supporter autant d'activités, autant de tremblements, autant de machines, autant d'hommes. Et ça fait, il y avait 3000 personnes qui travaillaient, ça fait 1127 morts. Hein. Oui. Bon. Et ce n'était pas la première fois. Il y a souvent de ce genre d'accidents dans le textile et dans les usines de textile. Oui, pourquoi on ne sait pas construire des bâtiments au Bangladesh? Je crois que l'incident précédent, c'était en novembre, je crois en novembre 2012, avec une centaine de... 112 morts, oui. 112 morts, donc voilà. Et pourquoi ça se multiplie, ces effondrements de bâtiments? Depuis 2005, on dénombre 1800 morts à peu près depuis la catastrophe de Spectrum, la première usine qui avait fait un peu la une des médias qui s'était écroulée, dans les mêmes conditions, dans les mêmes banlieues, pour les mêmes raisons. Des fissures étaient apparues, le bâtiment était construit sur un terrain inconstructible et coup de bol, entre guillemets, c'était arrivé la nuit, donc ça avait fait beaucoup moins de morts, il n'y avait eu que 65 morts. Mais ça aurait pu être un Rana Plaza aussi à ce moment-là. Et depuis, effectivement, les accidents se sont multipliés, toujours pour les mêmes raisons. Question de vétusté des bâtiments, comme vous le disiez, de bâtiments qui ne sont pas construits selon les normes, des étages qui sont ajoutés aussi, comme là c'était le cas pour le Rana Plaza. Voilà, on ajoute sans rien des demander, étages. sans s'assurer que la base puisse le supporter. Exactement. On installe des usines là où elles ne sont pas supposées être. Là, en l'occurrence, ce bâtiment, l'architecte l'a très bien expliqué à la suite du drame, il n'était pas supposé héberger des usines, il était supposé héberger des magasins et une banque, qui étaient aussi là, mais pas les milliers d'ouvriers et les machines, effectivement, qui tremblaient et qui ont fait trembler le bâtiment et qui l'ont fait s'écrouler. On a aussi beaucoup de cas d'incendie. Il n'y a pas que des cas d'écroulement de bâtiments. Il y a aussi des cas d'incendie qui sont souvent liés au système d'électricité qui sont vétustes et au manque de sécurité. On rogne surtout sur les conditions de construction, sur la nature des bâtiments qu'on choisit, sur les conditions de sécurité, surtout. C'est ça, il n'y a pas de sortie de secours, il n'y a pas de matériel de sécurité, d'extincteurs aux normes, rien n'est mis aux normes parce que ça coûte de l'argent. Donc si ça coûte de l'argent, ça fait monter les coûts de production. Alors, on rogne surtout, mais on ne rogne pas sur la corruption. Et on ne rogne pas sur l'argent à donner éventuellement aux officiels qui vont dire que ce bâtiment est conforme. Les inspecteurs du travail, ils sont 2 sur la région, je pense, de Dhaka. Donc là, depuis, a priori, il va y avoir un recrutement d'inspecteurs du travail
pour vérifier les conditions de sécurité des travailleurs. Mais et je pense qu'il ne faut pas minimiser... Vous dites l'inspecteur, c'est le type qui va falloir se noyer, mais c'est pas vraiment le type qui alors, va il y a mettre à terme l'inspecteur, mais situation. il y a aussi les autorités locales. C'est arroser éventuellement celui qui va inspecter le bâtiment avant la mise aux normes ou de l'installation des machines. Donc en fait, tout le système est nourri par rapport à ça et ça arrange tout le monde. Pourtant, j'ai lu que sur Dakar, par exemple, enfin sur le Rana Plaza, il y avait eu des alertes avant, 2 jours avant. On s'était rendu compte qu'il y avait quand même des fissures, que ça allait les plus vraiment ouvriers bien. refusaient de rentrer, de reprendre le travail, et les propriétaires des usines les ont obligés à reprendre le travail en leur disant si vous venez pas, vous ne serez pas payés. Et ça s'est produit sur d'autres effondrements. Il y a eu Et aussi ça comme s'était ça déjà quelquefois produit des depuis signes 2005. avant-coureurs. C'était exactement la même situation. Des fissures étaient apparues, alors pas la veille, mais quelques jours avant. Et encore une fois, si des syndicats libres avaient été en exercice, ils auraient pu prévenir ça. Ils auraient pu dire aux travailleurs non, vous avez le droit de refuser de venir au travail dans ces cas-là. Donc vous dites des producteurs qui font ce qu'ils veulent, avec des autorités qui ferment les yeux ou qui sont grassement payés pour le faire, enfin, Alors, pour fermer les yeux. Oui, tout à fait. Et ceci dit, après le Rana Plaza, il y a eu un autre problème dans une usine. Une fenêtre est tombée et là, par contre, les travailleurs ont arrêté de travailler parce qu'il y avait eu le Rana Plaza avant. Il y a vraiment eu une prise de conscience un petit peu importante quand même vis-à-vis de ces travailleurs. Les syndicats, qui étaient des petits syndicats, ont commencé à avoir de plus en plus de travailleurs qui ont investi ces syndicats qui sont autonomes et à petite échelle. Hein. Ils dépendent pas des grands groupes politiques, mais je crois qu'il y a eu une prise de conscience sur le terrain, de se dire là attention, il y a une fenêtre qui tombe, il y a une fissure et nous on ne veut pas terminer comme au Rana Plaza. Il y a eu aussi des mouvements de révolte après le Rana Plaza, dans d'autres usines, enfin, il y a eu une prise de conscience du pays assez forte, visiblement, peut-être temporaire, Oui. de ce que ces conditions de travail n'étaient pas tolérables. Oui, tout à fait. Ça a été assez spontané. Mais le problème, c'est combien de temps cela peut-il durer? Et surtout, est-ce que c'est structuré? Est-ce que c'est vraiment organisé? Est-ce qu'on peut parler d'une syndicalisation de la population ouvrière, en particulier des femmes? Je pense que c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on rentre dans une année électorale. Donc les élections doivent avoir lieu, si tout va bien, en janvier prochain. Et donc le gouvernement ne pouvait absolument pas se permettre de laisser filer le problème et de ne pas donner l'impression au moins qu'il prenait les choses en main. Ce qui fait qu'il y a eu des mesures qui ont été prises juste après, notamment contre le propriétaire de l'usine, etc. Et des déclarations de bonne foi, de bonne intention du gouvernement bangladais. Donc toujours en vue de ces élections-là et savoir ce que représente la population ouvrière en termes d'électorat. Des déclarations qui se multiplient à chaque catastrophe et qui ne sont jamais suivies des faits, ou au contraire qui effectivement font évoluer la situation petit à petit. Il y a quand même un ou deux éléments nouveaux, positifs qu'il faut signaler. Le premier, c'est que le Parlement bangladais discute actuellement de liberté d'expression, de capacité d'information collective sur les sites de production et parle aussi de conditions de sécurité et de santé au travail. C'est la première fois que le Parlement bangladais s'approprie ce genre de thème. Ça n'avait jamais été évoqué, ce thème-là. Il faudrait voir, mais a priori était absent des discussions au niveau du Parlement ou de... Voilà. Et deuxième point que je voudrais signaler, il y a quand même eu un accord tripartite. On verra ce qu'il donnera d'ailleurs. Mais cet accord entre le gouvernement, les associations d'employeurs et les syndicats, puisqu'il y en a quand même, porte sur un certain nombre de questions, notamment sur les questions d'incendie qui sont un des sujets qu'il faut traiter. Donc il y a quand même un mouvement, et même si on est en une année préélectorale, il y a une pression internationale qui est suffisamment forte actuellement, et d'ailleurs la dernière mission de l'Organisation internationale du travail l'a montré. Il y a toute une série de mesures qui ont été actées. Une fois de plus, c'est au niveau des principes, on verra en pratique ce que ça donne, mais en tout cas, il y a une prise de conscience de la part des autorités bangladaises qu'elles ne peuvent pas continuer à fonctionner comme ça. La pression de la communauté internationale est là. Qu'est-ce qu'elle crée en termes de concurrence? Parce qu'on se dit 30 ou 40 euros par mois de salaire, on se dit combien? 10-12 heures de travail par jour, j'imagine à peu près tous les jours de la semaine, enfin, quasiment. Pas vraiment de congés payés ou de 5e semaine ou de RTT ou de etc. Il n'y a pas tout ça là-bas. Est-ce qu'il y a une concurrence à redouter quelque part, ou est-ce que de toute façon les conditions sont telles que ils ont de la marge justement pour adapter leurs conditions de production au marché? Peut-être, il ne faut pas se poser la question comme ça, qui est de la marge ou pas. Il y a un certain nombre de normes qui existent en matière de droit du travail. L'Organisation internationale du travail a produit toutes ces normes-là et elles s'appliquent non seulement au Bangladesh, mais à tous les pays. Parce que la problématique... Est-ce que le Bangladesh craint
qu'en élevant un petit peu ses conditions de production, bah, son marché part ailleurs. Si c'est aussi vital que ça, la production textile. La production ne partira pas ailleurs. Vous voulez qu'elle aille. On est déjà à des niveaux où c'est finalement les communautés ou la part de la société bangladaise la plus pauvre d'un des pays les plus pauvres du monde qui sont les principaux acteurs. Donc, où voulez-vous que la production... Je sais pas, vous avez l'air de dire qu'il y a une concurrence autour. C'est la crainte qu'on a tous eue. C'est la crainte qu'ont eu les autorités bangladaises au lendemain du drame, puisque les premières déclarations publiques, au-delà du deuil, évidemment, c'était de dire, mais surtout, il ne faut pas que les entreprises partent. Il y avait même une critique de l'action des ONG à ce moment-là, et notamment des ONG internationales, en disant, arrêtez de nous faire cette mauvaise publicité, sinon la production va partir ailleurs, et c'est toute notre économie qui va en subir les conséquences. Cette peur-là, elle existe. Nous aussi, d'ailleurs, on a réagi comme ça. Nous, la société civile, on a réagi en disant aux entreprises qui y étaient, surtout ne partez pas, parce qu'à un moment donné, il y a eu cette menace-là. Notamment Disney a mis sa menace à exécution et a dit on ne se fournira plus au Bangladesh. Les autres, heureusement, n'ont pas mis cette menace à exécution. On s'est arrangé pour que dans l'accord qui a été passé, l'accord de prévention pour la sécurité des bâtiments, justement, il y ait une clause qui empêche les entreprises de partir, puisque ce serait vraiment la double punition. C'est-à-dire ces entreprises qui ont exploité cette main-d'œuvre bon marché pendant des années, en plus se montreraient maintenant complètement irresponsables et diraient ah ben non, au moindre pépin, on s'en va et on déplace le problème ailleurs. Parce qu'effectivement, partir en Birmanie, en Thaïlande, en Vietnam, au Cambodge. Je ne sais plus très bien ce qu'on peut faire. On va écouter ce que dit une avocate justement sur le ressentiment qu'elle a à l'égard de nous, consommateurs européens. I have my own grievance about the European consumers. The Europeans are probably happy to buy cheap leather products. They don't inquire where this leather product is coming from. The Europeans are totally unaware about the health hazards to which our laborers are being exposed to for supplying affordable leather goods to them. Voilà, donc elle ne mâche pas ses critiques, et j'ai eu du mal à vous suivre parce qu'on dit d'un côté c'est essentiel cette production, il ne faut pas qu'elle bouge, elle est faite dans des conditions abominables, on pourrait quand même éventuellement monter les prix, améliorer les conditions de production, mais vous dites que les grandes entreprises et les grandes marques qui font produire dans ces conditions-là ne doivent pas partir non plus. Donc comment est-ce qu'on fait bouger les choses? Non, elles doivent rester, mais elles doivent accompagner les usines locales dans l'amélioration des conditions de travail. Elles ont le pouvoir de le faire. Elles ont vraiment ce pouvoir d'influence. Encore une fois, c'est une grosse partie de l'économie. Donc elles ont le pouvoir de demander les rénovations des bâtiments. Elles ont le pouvoir de demander que des salaires supérieurs soient payés. Elles ont le pouvoir de demander qu'il y ait des limites sur les horaires de travail, etc., etc. Et elles ont non seulement le pouvoir de le faire, mais selon nous, la responsabilité aussi de le faire. Et elles le font, elles ne le font pas? On espère qu'elles vont le faire. Pour l'instant, elles sont loin de le faire. C'était quelle marque qui avait sur le Rana Plaza, qui était concernée par cet immeuble qui s'est effondré? Plusieurs marques françaises. Alors on a retrouvé une étiquette Tex, ce qui fait dire à la marque, au groupe Carrefour qu'il n'était pas responsable et qu'une étiquette ne peut pas faire le lien avec le Rana Plaza et le groupe Carrefour. Tex, c'est la marque Carrefour dans l'habillement. Oui, c'est Auchan, Camailleux. Mais pour reprendre les propos de Fanny, je pense qu'il faut revenir un peu en amont sur la production et sur même le fait de demander 30 000 ou 40 000 pièces en 2 semaines de fabrication et que nécessairement les grands groupes ne peuvent pas se dire que ça peut être fait dans des conditions de travail de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est pas possible. C'est-à-dire que là, on est sur des amplitudes de travail, d'horaires assez importantes, 7 jours sur 7. Les personnes qui sont malades, et on le voit dans le documentaire, ne sont pas payées la journée alors qu'elles pourraient ne pas venir la demi-journée. Sur les conditions en matière de social, il n'y a aucun respect ni social ni environnemental. Et si on demande 30 000 ou 40 000 pièces et qu'on négocie en plus pour avoir encore des prix, nécessairement, il va y avoir une chaîne de sous-traitants qui vont être moins regardants sur les conditions de sécurité. Il y a une duplicité, voire une hypocrisie des grandes chaînes qui demandent des conditions de fabrication, tout en sachant très bien qu'à ces conditions-là, ce n'est pas leur sous-traitant en première ligne qui pourra faire le boulot. Aux conditions de travail normales, ça sera forcément faire appel à des sous-traitants moins regardants, encore moins chers. Absolument. Ça passera par là. Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, personne, quand vous vendez une culotte à 50 centimes ou 1 euro et que vous avez déjà une marge dessus, vous ne pouvez pas vous dire que c'est fait de manière éthique. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, ou alors là, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'elles disent des marques quand vous leur parlez de ça ? C'est vraiment la chose qu'elle refuse de faire jusqu'à présent. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, des initiatives dites volontaires, des codes de conduite, des audits qui ont été mis en place. Il y a beaucoup de contrôles qui sont mis en place pour se
selon nous, pour se donner bonne figure et faire semblant de répondre à la situation de crise. En réalité, effectivement, la seule chose qu'ils devraient faire et qui changerait vraiment la situation, c'est changer leurs pratiques d'approvisionnement et notamment, comme disait Sophia, les prix et les délais à la commande. Donc accepter de toucher à leur propre marge. Accepter de toucher à leur propre marge, absolument, et accepter de mettre en place des procédures pour calculer. C'est très simple à calculer. Quel est le prix que je verse? Est-ce que ça permet de payer tous les ouvriers qui sont sur la chaîne de production au salaire minimum, au moins, voire un peu plus pour que ce soit un salaire vital? C'est assez simple à faire, c'est vraiment la chose qu'aucune entreprise pour l'instant n'accepte de faire. Est-ce que le Bangladesh peut accepter ça, c'est-à-dire cette pression des marques et faire remonter ses conditions de production? Ou est-ce que justement tout le monde dit ne touchons à rien, c'est trop sensible? Voilà, c'est bien ça le problème. Ce qui s'exerce réellement, comme vous l'avez dit, c'est une pression sur les sous-traitants. Alors, les pratiques que j'ai pu constater, ou même à parler avec quelques patrons d'usines, là-bas, de manufacture, c'est qu'une pression énorme s'exerce sur ces sous-traitants-là. Leur durée de vie, elle est en moyenne de 6 mois à peu près. Donc, les multinationales les saignent à blanc jusqu'à pouvoir changer de sous-traitants, en fait. Donc, le problème, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est pas vraiment changer de pays, savoir où est-ce qu'on va pouvoir produire encore moins cher. C'est avoir cette flexibilité, cette possibilité de changer tous les 6 mois de sous-traitant. C'est ce qui se passe. Et la deuxième chose, donc, c'est faire une sorte de transparence avant la charte d'éthique, avant le code de bonne conduite morale, je dirais. La question se pose trop tôt. Avant, il faudrait d'abord respecter une sorte de transparence sur toute la chaîne de sous-traitance. Et donc que les grandes multinationales, que les marques reconnaissent l'ensemble des sous-traitants, qui sont parfois des petites usines de 200 personnes maximum, complètement inconnues du grand public, et même à la limite des services de code du travail du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le Rana Plaza en termes de mesures? Parce qu'il y a un accord qui a été conclu, je crois, ou qui était en négociation depuis un moment entre les marques et le Bangladesh, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il dit cet accord et qu'est-ce qu'il a été conclu? Alors, d'abord, quand on parle d'accord tripartite, ça veut dire que les différentes composantes de la société bangladesh se sont mises autour de la table pour aboutir à un plan de travail. Ce plan de travail est relativement large. On y retrouve ce qui se passe actuellement au niveau du Parlement en termes de discussion, y compris sur la liberté d'expression et sur les conditions de sécurité, de santé au travail. Mais on retrouve aussi une évaluation de tous les risques d'incendie, les risques structurels pour toutes les entreprises textiles qui exportent. Et il y a d'autres mesures comme celle-là. Donc ça, c'est un premier axe, à mon avis, qui est important. Il est d'autant plus important que c'est la première fois qu'on voit tous ces acteurs autour de la table. Les syndicats étaient effectivement des empêcheurs de tourner en rond. Désormais, ils ont leur place autour de la table. Donc il y a des choses concrètes qui ont été conclues. Ah, absolument. Maintenant, entre des documents contresignés par tout le monde et ce qui se passera dans la réalité, il faudra quand même être relativement prudent pour s'assurer que les résultats sont à la hauteur de ce que ça veut dire que les marques vont accepter justement le prix juste marques. Pour ne pas acculer le producteur au Bangladesh à des conditions de travail effroyables. Voilà. Pour nuancer un petit peu le propos sur les marques, je crois que la réaction après le Rana Plaza, le fait qu'il y ait eu cet accord qui a été signé, notamment par les marques européennes, était une excellente réaction, je dirais, et c'est quelque chose qui est encouragé. Le deuxième point également qu'on essaie de faire passer au niveau des grandes marques à la Commission européenne, c'est qu'il y a une responsabilité sociale des entreprises qui s'exercent, non seulement à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi à l'extérieur. Il y a un certain nombre de documents qui existent, qui ont été produits par les Nations Unies, par l'OCDE, et puis, une fois de plus, par l'Organisation internationale du travail. Tout cela est connu. Maintenant, la question est de savoir si on fait semblant, donc voilà, on signe rapidement parce qu'il y a beaucoup d'émotions, ou si on s'engage véritablement dans un processus de développement du Bangladesh, mais aussi, je dirais, d'autres pays asiatiques, parce que la problématique, je crois qu'il ne faut pas non plus mettre nécessairement le Bangladesh à l'index. Ce n'est pas le seul pays dans lequel on constate ce type de comportement. Vous y croyez à ces accords-là, ou à ces débuts d'accords? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un début d'accord qu'un accord vraiment. Mais vous y croyez? Vous avez l'impression que c'est de la poudre aux yeux et que c'est histoire de calmer l'opinion par rapport à une émotion qui est légitime? Bon, alors c'est vrai que cet accord était déjà dans les tuyaux depuis 2008-2009, initié par un certain nombre d'ONG, dont Peuple Solidaire, et que finalement c'est ressorti tout de suite après le Rana Plaza pour calmer un petit peu les esprits. Je pense que l'enjeu, c'est la responsabilité juridique des entreprises, des multinationales européennes ou occidentales, qui font fabriquer via des sous-traitants ou des fournisseurs au Bangladesh et ailleurs. Je pense que c'est multisectoriel, multi-pays. Ça peut être au Vietnam, ça peut être en
Oui, Turquie, ça peut être je sais pas où. Et qui ne sont pas responsables. Il y a une autonomie juridique des entreprises à l'égard de leurs filiales et de leurs sous-traitants. C'est-à-dire que on veut bien percevoir les dividendes, on veut bien avoir des profits, mais surtout on ne veut pas être responsable pour des violations à l'encontre des droits humains. Et ça, je pense que c'est à réfléchir. Donc l'accord, c'est bien. Bien sûr, on ne va pas dire le contraire, c'est en matière de sécurité. Vous dites quoi? Que les entreprises, les grandes marques devraient être responsables des sous-traitants? Tout à fait. Des filiales et des sous-traitants. Ça serait la révolution, ça. Mais, en fait, ce que nous demandons à Sherpa, c'est d'avoir des normes contraignantes qui soient opposables aux entreprises dès lors qu'il y a violation en matière de droits fondamentaux et de protection de l'environnement. Bon, et les marques, Certaines marques l'ont déjà fait, comme une grande marque de basket notamment. Donc dans les pays où elle était implantée, en Asie du Sud-Est, c'est plus directement, disons, impliqué dans le processus de production et est donc responsable maintenant. Parce qu'on se souvient... C'est un point important. Ça, je pense que c'est un point très important, puisqu'il y a cet exemple qui est très connu où... C'est quoi, c'est Nike? C'est quoi? C'est une grande marque de ça, parce qu'on n'a pas des sport. ballons aussi ou Adidas, je sais pas quoi, des ballons qui sont fabriqués par des enfants, c'est ça? Exactement, Bon, c'était ça toute l'histoire. Et en effet, les grandes marques ne peuvent pas ignorer, au-delà de la responsabilité juridique, qu'en bout de course, il y a des consommateurs. Et que tout le marketing des grandes marques leur montre toute une série de valeurs les plus positives d'ailleurs. Et donc le jour où on constate que tel produit, tel basket est fabriqué par des enfants dans tel pays, effectivement, toute la valeur, toutes les valeurs qui sont portées par la marque tombent d'elles-mêmes. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'il y a de la part des consommateurs un vrai rôle à jouer. Alors, il y a une sorte de chantage à exercer sur les marques en disant on va révéler les conditions dans lesquelles vous faites fabriquer vos produits? C'est ce qu'on fait, évidemment. Oui. On n'appelle pas ça du chantage, évidemment, mais on appelle ça simplement publier la manière dont sont fabriqués les produits de grande consommation, informer les citoyens. Je voulais juste revenir sur l'accord, parce que quand même, cet accord, justement, il est historique pour ça. Il est unique pour ça. Cet accord, il prévoit la responsabilité des marques signataires. Alors évidemment, il est limité à celles qui ont bien voulu le signer. Pour il y en a une cinquantaine la maintenant, sécurité, il y en a une cinquantaine, près d'une cinquantaine maintenant, pour la sécurité dans leurs usines fournisseurs. Il est historique pour 3 raisons. D'abord parce qu'il est contraignant. C'est-à-dire que pour la première fois, ces marques ont signé un accord qui va pouvoir leur être opposé en justice in fine. C'est-à-dire que si elles n'appliquent pas leurs engagements comme elles sont supposées le faire et comme elles s'y sont engagées, on pourra les poursuivre devant une juridiction de leur pays. Elles deviennent responsables des conditions de production? Donc, elles deviennent responsables, non pas de l'ensemble des conditions de production, mais des points sur lesquels elles se sont engagées, c'est-à-dire la sécurité des bâtiments. La deuxième chose qui est vraiment une avancée historique... Si elles passent un accord, si elles commercent avec un fournisseur de textiles, elles sont responsables du bâtiment dans lequel les usines fonctionneront. En fait, ce qu'elles ont fait, et c'est la deuxième chose qui est historique dans cet accord, c'est qu'elles vont publier l'ensemble de la liste de leurs fournisseurs. Elles vont le mettre sur la table lors de la mise en œuvre de cet accord. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mener des enquêtes dans l'ensemble des usines fournisseurs, de l'ensemble des entreprises signataires. Est-ce que ça empêche les fournisseurs, les sous-traitants cascades? Parce qu'on sait très bien qu'il y a souvent le fournisseur qui a pignon sur rue, qui est bien, qui a des super ateliers, tout va bien, mais on ne nous dit pas qu'en fait une large partie de la production est faite ailleurs, par d'autres, moins cher. Oui, parce que ce qui va changer encore, et ça c'est la troisième chose qui est historique dans cet accord, c'est que pour la première fois, encore une fois, les marques vont devoir payer, c'est-à-dire qu'elles vont être responsables, elles s'engagent à être responsables du financement des réparations et des rénovations. Là où c'est la limite de cet accord, c'est qu'effectivement, elles ne sont pas responsables de l'ensemble des conditions de travail. Du financement et des réparations. Donc, sur le reste, de quoi? Des usines. Pour que les usines ne soient plus des pièges mortels comme elles le sont à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il va falloir réparer, mettre aux normes, changer les systèmes électriques, tout ce que les inspecteurs vont décider, des inspecteurs indépendants cette fois-ci, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent. Qui seront du pays en question, qui seront du Bangladesh. Alors ça, c'est eux qui vont décider, ça va être décidé à la fois par les représentants des syndicats et par les représentants des entreprises signataires, d'où l'indépendance du processus. Et ces vérifications vont être menées, des recommandations vont être émises et vont devoir être mises en œuvre. Bon, et on revient à la question initiale, c'est est-ce qu'on n'a pas peur dans ces cas-là que l'activité se déplace au Vietnam? Non, parce qu'il y a une clause dans cet accord qui oblige les entreprises signataires à rester pendant au moins 2 ans avec le même volume de production avec ses fournisseurs, avec les fournisseurs qu'elle aura présentés au début de l'accord. Elles se sont engagées pour la première fois, véritable accord, à mettre à niveau, je dirais, leurs sous-traitants, à les aider et à être responsables de la qualité de ces sous-traitants et des conditions de sécurité de la production. Exactement. Au moins pendant 2 ans.
au Bangladesh. Non, avant elles sont responsables pendant plus de 2 ans. Oui, mais avec les usines avec lesquelles elles mais traitent. il faut qu'elles restent avec ses sous-traitants Avant au moins de pouvoir pendant 2 ans, ce qui éventuellement changer. favorise la stabilité du parc fournisseur, qui est aussi une des pratiques d'approvisionnement qu'on Bon, donc c'est critique. pas mal. C'est pas mal, ça parle de sécurité, ça parle d'incendie, donc c'est quand même 2 sujets qui... ces Bon, derniers mais les temps, ont conditions de posé problème. travail, mais les horaires, mais les salaires. Ça c'est c'est pas traité suffisant. ailleurs. Ça c'est traité ailleurs. C'est plutôt l'accord tripartite qui doit progresser, mais en sachant que on est dans un pays qui a certaines caractéristiques et que on est très content de voir le tout début d'un processus qui aura son rythme. Début de prise de conscience, Oui. Sophie Alagdar. Ça vous voulais- satisfait, ça? Oui, non, mais c'est un bon début et franchement, on ne peut que se féliciter de ça. Je voudrais revenir sur le risque de réputation qu'ont les grandes marques vis-à-vis des consommateurs, notamment pour des affaires comme le Rana Plaza, et sur le fait qu'elles ont toutes quasiment pris des engagements volontaires via des codes de conduite et qu'elles disent toutes, voilà, nous, on essaye d'avoir, on a un engagement éthique, on n'utilise pas de travail forcé, on n'a pas de travail infantile. Et je voulais dire que Il n'y en a nous... pas qui rajoutent les étiquettes une fois arrivé en France? Bon, ça, il peut y avoir de l'assemblage, c'est-à-dire que vous faites une pièce, je sais Et pas tant moi, que c'est au là-bas, Brésil, c'est une pas elle, et pièce quand ça arrive en France, on met l'étiquette et ça va. Bolivie. C'est ce qui se produit, non? Oui. Quelquefois. Ça, c'est un problème de Non, régulation européenne aussi. Je peux en parler ça. non, vous êtes Non. vigilant là-dessus. Mais il y a quand même Le à dernier partir- assemblage qui fait que le produit devient éventuellement français, européen, etc. Ça Non, n'existe non, pas. Ça. tout ça est codifié, tout ça est codifié, et il y a un système de surveillance de marché qui existe pour savoir où on en est de ce point de vue-là. D'ailleurs, je signale quand même que depuis le mois de février, dans le cadre de la du nouveau règlement qui portera sur la sécurité générale des produits, le Made in apparaîtra pour la première fois. Il On s'appliquera. saura sur les étiquettes Oui. à chaque fois Oui. où est fabriqué le produit. Parce que c'est pas le Oui. cas. C'est jamais mis. Si, en général, c'est mis. Si, Made c'est in quand même mis, China, c'est etc. quand même mis. etc. C'est quand même mis. Parce qu'on dit beaucoup les marques. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Oui. Alors c'est la deuxième chose sur laquelle on a mis en garde effectivement les consommateurs, parce qu'au lendemain Enfin, du nous, drame, consommateurs, oui. effectivement, au lendemain du drame du Rana Plaza, la réaction très humaine d'un certain nombre de consommateurs, c'était de dire on boycotte. On arrête d'acheter du Made in Bangladesh parce que ces conditions-là, c'est plus possible. Encore une fois, exactement pour les mêmes raisons qu'on appelait les marques à rester dans le pays et à accompagner l'amélioration des conditions de travail, on a appelé les consommateurs à ne pas boycotter. Pourquoi? Parce que le boycott, en bout de chaîne, ça fait quoi? Ça prive les employés bangladais de leur source de revenus. Donc effectivement, là-dessus, non, il faut surtout pas boycotter. Il faut en revanche s'informer, rester informé, être sensibilisé et faire pression sur les marques. J'ai l'impression comment, moi, si j'achète des vêtements qui viennent de là-bas, je me suis complice des conditions de fabrication de ces vêtements-là. Non? Justement, ce qui est passé dans le documentaire, le passage de cette avocate, Saïda Raza, je trouvais ça particulièrement hypocrite. Parce que elle omet complètement, d'une part, la responsabilité des acteurs bangladais, d'autre part les multinationales, et on reporte tout sur la bonne conscience des des consommateurs plutôt, des consommateurs occidentaux. Ça me pose un gros problème, parce que qu'est-ce que le consommateur à sa petite échelle, même en cas de boycott collectif, ou qu'est-ce qu'il peut faire pour réellement mettre un terme à ces pratiques et surtout améliorer les conditions de travail? On n'a aucune marge de manœuvre. Et par ailleurs, l'impression que j'ai, c'est que ça crée un faux sentiment de solidarité, si vous voulez, entre des consommateurs français qui se donneraient bonne conscience et des travailleurs bangladais. Or, je pense que c'est une solidarité qui est fausse, parce que pour y arriver, il faudrait déjà reconnaître que ces emplois, aussi précaires qu'ils peuvent être, ces emplois ont largement amélioré les conditions de travail et le revenu moyen de la population bangladaise. Et là, je ne parle pas que d'une frange de la population. Mais quand Je parle même, de Sophie quelque chose. Alagdar, vous êtes d'accord avec ça? très Le large. boycott, faut pas faire, c'est pas une bonne arme quand il s'agit de faire changer, parce que dans ces usines, derrière ces usines, il y a quand même des entrepreneurs locaux qui tirent avantage et bénéfice des conditions de travail qu'ils imposent à leurs salariés. Bon, déjà, le boycott, il y a un risque pour les associations, c'est de se faire poursuivre pour diffamation par les groupes sur lesquels on amène peut le pas boycott. dire n'achetez pas ça. On n'a Voilà, pas le droit. ça c'est voilà. Par contre, nous, ce qu'on peut faire en tant qu'association, et c'est ce qu'on a fait au mois de mars contre Samsung, c'est de déposer plainte contre pratiques commerciales trompeuses, puisque Samsung avait un code de conduite indiquant qu'il ne procède pas au travail infantile ni au travail forcé.
Or, avec Peuple Solidaire et une autre ONG, nous avons introduit une plainte puisque nous avons constaté pour des usines en Chine qu'il y avait du travail forcé et du travail infantile. Donc en fait, même si vous avez un code de conduite, des engagements volontaires, on veille au grain au niveau des associations pour justement dire, rappeler aux entreprises, attention, vous avez pris un code de conduite, mais en réalité sur le terrain, vous faites exactement le contraire. Parce qu'on parle du Bangladesh, mais je lisais l'histoire du sablage des jeans en Turquie, qui provoque la silicose pour les ouvriers qui le font, le coton ouzbek, etc. On est, à chaque fois qu'on achète des fringues, on est complice. Non mais c'est vrai, de conditions de travail terribles à l'autre bout de la planète. C'est pour ça qu'il faut le traiter au niveau international. Et c'est pour ça qu'en ce qui concerne les droits des travailleurs, le rôle essentiel est porté par l'Organisation internationale du travail, qui émet toute une série de codes. Il ne faut pas s'intéresser simplement au Bangladesh. Ok, c'est important, c'est un vrai sujet, puisqu'on parle de textile et habillement, c'est un vrai sujet. Mais en même temps, si on déplaçait le problème, comme on l'a dit, vers le Cambodge, le Vietnam ou l'Ouzbékistan, on n'a pas avancé. Donc, il faut avoir une vision internationale et faire en sorte que les mêmes normes de sécurité, de santé au travail, de liberté d'expression et tout simplement de droits de l'homme s'appliquent partout sur la planète. L'exemple que vous avez pris du sablage des jeans est un très bon exemple. On n'a pas appelé au boycott, on a demandé l'interdiction à ce moment-là, quand on a lancé une campagne il y a 1 an ou 2, on a demandé l'interdiction par les grandes marques. Les citoyens, les consommateurs ont largement relayé cette pétition et ça a permis d'obtenir d'un certain nombre de grandes marques, de beaucoup de grandes marques, l'interdiction de cette technique. Puisqu'on s'est aperçu que là, en particulier, la technique du sablage, en fait, il n'y avait pas d'alternative. Elle était forcément nocive pour la santé. C'est pas toujours le cas, il y a d'autres techniques qui peuvent être faites bien. Il peut aussi se dire, je ne vais pas m'acheter un jean préalablement délavé, ce que je toujours trouve assez stupide personnellement. Déjà usé prématurément à coup de sablage par des ouvriers qui attrapent la silicone, je ne vais pas le faire, je ne vais pas l'acheter. Comme les ballons de foot d'Adidas, parce qu'ils sont fabriqués par des enfants, je ne les achète pas. Donc il y a des cas effectivement comme ça, quand il n'y a pas d'alternative, où on demande aux consommateurs de boycotter. Là, c'était un produit. C'est pas comme boycotter tout le Made in Bangladesh. En l'occurrence, pour le Made in Bangladesh, on va pas demander de boycotter parce qu'on croit qu'il y a des moyens d'améliorer la situation et qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est accompagner l'amélioration. Vous pensez que ça va bouger tout ça, petit à petit ? Ça doit bouger. Ça doit bouger. Vous êtes optimiste ? Ça doit bouger. Bon, et ça bougera là-bas et ça bougera aussi ici. Encore une fois, cet accord qui a été passé, c'est vraiment un accord historique. C'est à la fois un aveu d'échec, d'une certaine manière, parce qu'être obligé de passer par un accord contractuel entre des parties, le gouvernement bangladais n'est pas parti à cet accord. Il est impliqué dans sa mise en œuvre, mais il n'est pas parti. Donc ça, c'est terrible, parce qu'effectivement, c'est quelque chose, comme le disait Sophia, qui font de la résistance, qui refusent de signer. Oui, bien sûr. Il y a les marques américaines, notamment les grosses, Walmart et Gap, qui continuent de refuser de signer et qui lancent une initiative concurrente, non contraignante. D'accord, qui ne dérangera personne. Merci, en tout cas, j'entends que vous êtes optimiste et vous avez l'impression quand même que les conditions de production au Bangladesh ailleurs, Vietnam, pourraient s'améliorer sous la pression, l'amicale pression des ONG et de Bruxelles, qui est un marché un peu plus attractif. Merci en tout cas, merci à vous tous, merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Internet et nous écrire. La semaine prochaine, on parlera des ministres de l'Intérieur successifs et on sait que ce poste est ô combien sensible et qu'il peut quelquefois s'avérer déterminant dans la carrière de ceux qui l'occupent. Voilà, et ça sera la semaine prochaine. Bonne semaine sur Public Sénat.